Alors, bienvenue à toi, Carole Pirotte. En tout cas, je suis contente de t'accueillir pour cette interview. Et pour commencer, j'aimerais bien en fait que tu te présentes en fait pour les personnes qui vont écouter en fait cette interview. D'accord, merci beaucoup de m'avoir sollicité pour cette interview. Alors, je m'appelle Carole Pirotte. C'est difficile de se Ouais, je présenter, sais. quel bout le prendre, surtout que je ne suis pas dans la facilité de dire je suis telle chose ou telle autre chose, parce que je fais plein de choses. Et donc, bon, parmi ces choses que je fais, et la raison pour laquelle j'imagine tu m'as sollicité, c'est parce que je travaille depuis un certain nombre d'années autour de l'hypersensibilité. Et ce travail autour de l'hypersensibilité se décline de plein de manières, c'est-à-dire que je m'y intéresse sur un plan personnel par rapport au fait que moi j'en suis concernée, que mes enfants en sont concernés, et également sur un plan professionnel parce que depuis tout ce parcours que j'ai entamé, on va dire, eh bien, j'ai aussi fait la rencontre de plein de personnes qui avaient une manière d'être au monde assez similaire. Et donc, j'ai créé tout un tas de choses pour pouvoir soit les écouter, soit les accompagner, soit fournir des petites informations. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Les Supersensibles. J'ai coécrit un livre sur l'hypersensibilité avec Saverio Tomassiela qui s'appelle Êtes-vous ultra sensible? Et aussi, j'accompagne des personnes qui sont hautement sensibles, particulièrement à distance, mais aussi ça m'arrive en présentiel. Et par ailleurs, je fais aussi du conseil en entreprise, pas forcément spécifiquement dédié aux personnes hypersensibles, même si forcément elles se trouvent aussi dans les entreprises. Bah, finalement, tu les attires quoi. Oui, c'est ça, exactement. J'ai le aimant. En fait, je voulais savoir en fait comment en fait tu as découvert en fait ton hypersensibilité en fait. Comment ça a été cette découverte quoi. Oui. Alors, je pense que il y a deux choses dans ta question. Il y a la première partie, c'est la partie découvrir, et l'autre, c'est par rapport au mot Exactement, exactement. hypersensibilité. Parce que le fait de découvrir qu'il y avait quelque chose qui était un peu à côté, c'est quelque chose que, disons, que je pressens et que je ressens depuis que je suis enfant. Donc cette sensation de pas forcément percevoir le monde exactement comme les autres, ou que la majorité, de ressentir un peu différemment, regarder le monde avec des lunettes différentes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui finalement m'a accompagnée tout au long de ma vie, avec plus ou moins d'intensité évidemment, et avec plus ou moins de difficultés ou de questionnements, ou vraiment carrément omis et mis de côté selon les phases de ma vie. Mais il y a toujours eu cette petite intuition de je sais pas ce truc qui est là, mais qui fait que bon, il y a un truc bizarre là dans cette histoire. Donc ça, c'est quelque chose que je porte depuis très très longtemps. Après, poser ce mot hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment venu avec la naissance de ma fille aînée qui aujourd'hui a 11 ans et qui, par sa propre manière d'être au monde, m'a renvoyée aujourd'hui, je le sais, à ma propre histoire, à ma propre sensibilité et aux difficultés que je pouvais expérimenter. Et un beau jour, en cherchant justement pour ma fille, en me disant mais pourquoi elle a ces questions existentielles, voilà, pourquoi la maîtresse me fait ces commentaires par rapport à elle, de sa manière de percevoir ce camarade, etc. Un jour, je suis tombée dans un blog dont j'ai complètement oublié le nom, mais que je salue avec beaucoup de reconnaissance, même si je ne sais plus ce que c'est, où j'avais lu une personne qui disait « Je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle « Ces gens qui ont peur d'avoir peur » de Lane Aron, et ça parle d'hypersensibilité. Et moi, le titre « Ces gens qui ont peur d'avoir peur », ça ne me disait pas trop parce que j'étais pas forcément d'une nature angoissée, mais je me suis dit, le mot hypersensibilité a fait un peu tilt, donc je me suis empressée d'acheter ce livre. Ça, c'était il y a environ, je dirais 9 ans, 8 ans, 9 ans. Et là, ça a été voilà. Ah, hypersensible, c'est ça le mot, c'est ça le truc. En sachant que c'est une étiquette, hein, et forcément, Ouais, elle bien sûr. restreint, on s'y retrouve pas à 100%, mais quand lire le profil dit ah oui, ça, ça m'a permis de reconnaître et ma fille, mes filles, et puis moi-même aussi. C'est intéressant en fait pour rebondir en fait quand tu dis t'avais pas en fait ce sentiment d'être angoissée en fait parce que moi j'ai pu remarquer qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont hypersensibles
qui ressentent cette angoisse, tu vois, Oui. à un niveau assez élevé, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec l'hypersensibilité, c'est que il y a tellement de manières d'être hypersensible, autant que de personnes, j'ai envie de dire. Bon, après, on peut regrouper par grand profil, mais il y a des personnes qui sont dans l'hypersensibilité, il y a des personnes qui sont, par exemple, hyper émotives et qui vont avoir la larme super, super facile et qui vont être émues en permanence. Et d'autres, ben, ça va être, et du coup, ça va être l'émotion tristesse qui va prendre le dessus de manière très facile, ou expression par des larmes, même l'émotion joyeuse. Et pour d'autres personnes, ça va être la peur qui va être l'émotion un peu raquette, l'émotion parapluie, et qui du coup va prendre toute la place et va créer ces angoisses, ces ruminations. Pour d'autres, ça va être se cacher, entre guillemets, derrière la joie. Et du coup, tout le temps, c'est l'humour, y compris acide, acerbe, Donc, parfois, on peut, comme stratégie, pour pouvoir survivre et pour pouvoir avancer dans le monde, ben, on va, ben, comme toutes les personnes d'ailleurs, mais de façon parfois un peu exagérée, s'engouffrer dans un chemin d'une émotion qui nous a été plus ou moins permise. Et donc, du coup, pour certains, ça va être la peur qui va se transformer en angoisse, parce que la peur, comme toutes les émotions, c'est une émotion c'est quelque chose qui dure extrêmement peu de temps. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que notre cerveau en fait pour la nourrir, parce que ça nous rassure, parce que c'est ça qu'on sait faire. Donc oui, effectivement, l'angoisse peut faire partie de, de, d'une grande partie de gens qui sont hypersensibles, mais c'est pas le lot de tout le monde, comme l'alarme facile n'est pas le lot de tout le monde. En fait, Et ça dépend tellement en fait du parcours de vie finalement que la personne elle a eu aussi. exactement, c'est exactement ça. Pour en revenir, en fait, il y a aussi une thématique qui m'intéresse assez aussi, c'est en fait les hypersensibles et le côté professionnel, tu vois. Oui, Et c'est un truc quand même qui m'a aussi, moi aussi, un peu toujours, je me suis beaucoup cherchée, on va dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ben, avec cette grande sensibilité, qui ont de la peine finalement à s'orienter finalement dans leur vie. Et oui. ben, je voulais savoir en fait si tu avais des pistes, ton histoire, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça en fait? Ah, je trouve merveilleuse ta question, tellement, tellement grande et tellement importante parce que les personnes hypersensibles régulièrement ont besoin de sens profond. Et elles ont besoin aussi de sentir que ce qu'elles font est utile. Donc, c'est compliqué pour une personne hautement sensible de se dire je fais du métro boulot dodo alimentaire. Alors, ou alors, elle peut le faire, une personne hypersensible, si derrière, elle sait que elle va être nourrie profondément dans le à côté et que du coup, tout ça a du sens. Mais en règle générale, ben, on passe tellement de temps au travail ou dans une activité professionnelle quelconque que juste faire quelque chose qui n'a pas de sens, c'est une vraie souffrance. Et donc, on peut avoir le choix entre se couper de soi-même et dire ben, tant pis, j'ai été programmée pour ça ou j'ai fait des études pour ça et donc ben, maintenant, comme un bon petit soldat, je vais jusqu'au bout. Et ben, ça va être au prix de peut-être de crises existentielles ou d'un finir en burn-out ou de grosses, grosses, grosses souffrances et coupures avec soi-même, avec ses émotions, y compris les émotions positives et de se couper de tout son corps et ses ressentis parce que c'est juste insupportable de faire quelque chose qui n'a pas de sens et qui est rébarbatif où on se sent mal. Ou alors, il y a ben, la quête constante du sens, de l'utilité. Et malheureusement, dans nos sociétés actuelles, bah, surtout dans le travail salarié en tant qu'employé, bah, c'est pas forcément dans les entreprises où on va nous inviter à trouver notre propre sens. Déjà, on va plus nous le donner en tant que tel, le sens, parce que bah, souvent dans les entreprises, bah, on morcelle nos tâches le plus possible, ou alors on nous donne 3 milliards de trucs à faire, et du coup, bah, on est la tête dans le guidon, etc. Donc c'est difficile de trouver ce sens-là. Et alors, bah, la personne ultrasensible va chercher à trouver, à faire des activités qui ont du sens. Et alors, peut-être qu'une personne ultrasensible qui est en poste, ben, a un poste qui lui plaisait au départ, mais tôt ou tard, elle s'est ennuyée parce qu'elle a fait le tour de la question, parce que souvent, il y a plein d'intérêts. Et donc, du coup, elle va peut-être s'investir dans un autre projet, mais qui finalement n'était pas la tâche initiale. Et donc, du coup, elle va se retrouver à faire le double de travail et se sentir après en frustration parce qu'elle travaille le double, elle n'est pas reconnue. Donc, c'est vraiment très délicat parce que la personne ultrasensible, comme elle est dans cette quête de sens, ben, elle va chercher à se stimuler, à se sentir
vivante en faisant des choses qui ont du sens. Et ça, c'est précieux. Ce qui est dommage, c'est que l'environnement entrepreneurial ou d'entreprise ne permette pas forcément ça, et que ce soit plutôt mal vu, notamment dans la culture française, de dire on change de métier, on change de travail. Mais quand on voit ça sur un CV, on se dit mais c'est quoi cette personne inconstante qui change toutes les 5 minutes, il n'y a aucune cohérence dans votre profil. Et pour répondre à ta question par rapport à moi, bah, je peux te dire, j'ai été hôtesse de l'air, non-bouddhiste, j'ai travaillé dans des communautés indigènes au Mexique, j'ai travaillé pour une boîte qui transportait du pétrole, qui faisait des ressources humaines. Voilà, j'ai aujourd'hui fait de l'accompagnement. Pardon? En fait, tu t'es longtemps cherché finalement, tu as essayé de... Mais oui, et je pense que la clé, c'est qu'aujourd'hui, je ne me dis pas, ça y est, je me suis trouvée. Je me dis, ma vie est une perpétuelle quête. Ouais, Et c'est c'est OK. Et c'est ça pour moi ce qui a changé. C'est qu'avant, j'avais l'impression que j'étais naze parce que je changeais. Aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui, ça c'est ajusté pour moi. Jusqu'à il y a peu, mais encore très très peu, je faisais une autre activité complémentaire. Et un beau jour, je me suis dit, non, ça résonne plus en fait. Mais c'est OK. Il n'y a pas mort d'homme en fait. Et il y a certainement autre chose qui va s'ouvrir. Et effectivement, je vois d'autres possibles qui s'ouvrent, qui sont plus alignés avec qui je suis parce que je change et je bouge. Donc, ma, mon activité professionnelle est forcément à l'image de comment j'évolue et comment je change. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile de faire ça quand on est à son compte et qu'on s'autorise à mélanger ses intérêts, ses activités, que quand on est en entreprise. Donc, évidemment, c'est pas une évidence, c'est pas si simple que ça. Mais c'est pour ça que c'est si important de pouvoir être en lien avec ce besoin de sens dans sa propre entreprise pour savoir est-ce que moi, j'arrive encore à en donner du sens à ce que je fais ici et maintenant dans mon entreprise, et comment le construire ce sens s'il n'y est plus, parce que sinon c'est se mourir à petit feu en fait. Oui, ça c'est clair. Puis je crois Ça qu'on... sent le vécu. Bah ouais, ça sent le vécu, ouais. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ressentent, en tout cas les personnes hypersensibles, je pense que on le ressent, je trouve, encore plus profondément en fait, à l'intérieur de nous. En tout Oui. cas, quand on ressent très vite qu'il y a un manque de sens, que les valeurs, ben, elles sont pas en adéquation avec ben, dans l'endroit où on travaille, et puis Oui. on n'est pas vraiment écouté aussi quand on parle. Puis c'est vrai que ça me parle beaucoup en tout cas. Et ouais, ben tu vois par exemple que là tu me parlais en fait de ton parcours un peu ben, entrepreneurial, on va dire. Et ouais, je trouve ça assez intéressant de savoir, en fait, j'aimerais bien savoir, en fait, comment t'en es arrivé à là et comment tu te sens, est-ce que, ouais, juste, ouais, savoir un peu ton parcours, quoi. Mhm. Alors, disons que mon parcours a été, je pense qu'il a un fil conducteur de mon parcours était dans cette quête de sens. D'abord très enfantine ou très juvénile, était de je veux sauver le monde, donc n'est-ce pas, en toute humilité, en toute simplicité. C'est pour ça que j'ai fait des études d'abord de sociologie, ensuite pour accompagner les projets dans les pays à l'époque dits du Sud, ou les projets de coopération, de développement. Donc, à l'époque, quand j'étais toute jeune, à 18 ans, j'avais vraiment cette envie de travailler pour les autres de manière grande et locale aussi. Et j'ai toujours eu une espèce de quête un peu bisounours-esque de vivre un peu en communauté. Et donc, du coup, d'où que j'étais très attirée par les communautés indigènes aussi du Mexique, qui est ma demi-patrie du côté de ma mère. Et donc, je me disais, voilà, trouver cet esprit de communauté, c'est pour ça que j'ai fini aussi dans le bouddhisme. C'est pas seulement parce que ça répondait à des questions existentielles profondes et spirituelles, mais c'est aussi parce que j'intégrais une communauté humaine. Et ensuite, ben, je me suis intéressée à tout ce qui est mouvement un peu de permaculture, d'agroécologie, parce que là aussi, je me disais, ben voilà, vivre dans un lieu où on partage. Donc, tu vois, il y avait vraiment ce fil conducteur de cette envie de faire ensemble. Et en tant qu'hypersensible, ça, c'est une notion que je trouve assez intéressante, parce que j'ai souvent pu rencontrer, en tout cas ça a été mon cas très très fort, une envie autant de faire très très fort avec et
en quelque sorte être dans un groupe et appartenir, et en même temps une espèce de difficulté à être en groupe et à trouver ma vraie place en fait, qui forcément est changeante, mais ça a été vraiment un tiraillement dans ma vie. Et donc, j'ai oscillé entre des moments vraiment très communautaires, communautaristes presque, parce que quand j'étais non-bouddhiste, on vivait tous dans le même centre, etc. Intéressant. Voilà. Et j'ai vécu en colocation après, et puis jusqu'à aller à l'autre bout en me disant mais non, c'est pas possible, les groupes, juste je deviens folle, c'est pas possible. Et donc c'est tout mon, y compris ma partie professionnelle, où je me disais dans une entreprise, ben, il y a une partie hiérarchique. Sauf que je ne sais pas toi comment tu le vis ou tu l'as vécu dans ton parcours professionnel, mais moi je peux avoir vite tendance à soit avoir envie, si je suis admirative de mon chef ou de ma chef ou de ma hiérarchie, de tout donner pour eux. Sauf qu'à un moment donné, ben, ce n'est pas des êtres parfaits et donc ils sont dans un piédestal et à un moment donné, ben, fatalement, ils tombent du piédestal. Et là, c'est mort. C'est mort. Parce que du coup, moi qui ai donné toute ma vie, ma confiance et tout, et puis l'autre personne, elle n'est pas à la hauteur de mes valeurs, de mes espérances, etc. C'est très compliqué pour moi de rester dans ce rapport hiérarchique et d'être dans cette espèce de... Avant, quand j'étais dans le bouddhisme, etc., c'était une forme de dévotion, quoi, de maître disciple. Et puis, voilà, j'ai fait tout ce parcours pour arriver à me dire, OK, ben, c'est des individus dans les entreprises qui sont pas forcément glorieux. Alors oui, il y a bien sûr des leaders qui sont inspirants et charismatiques, mais c'est pas le lot forcément de toutes les entreprises, loin de là. Donc, est-ce que moi, je me satisfais dans cette relation hiérarchique, etc. À un moment donné, comme ça coïncidait avec une crise personnelle, etc., très, très intense, ben, je me suis dit, j'arrête mon boulot alimentaire qui n'a plus de sens, j'arrête la vie de l'entreprise, j'arrête ma vie en ville et j'ai tout quitté et je suis partie à la campagne me chercher. Et c'est là où j'ai fait de la poterie, voilà, j'ai étudié pour faire de l'agroécologie, etc., dans cette espèce d'esprit, voilà, un peu plus de retour à moi, à ce qui avait du sens, parce que j'étais tellement dans le monde. Et à un moment donné, je me suis dit, non, je reviens un peu dans ma grotte, et puis j'ai nourri beaucoup cette grotte. Et là, depuis un an et demi, bah, je suis encore de nouveau dans ce mouvement cyclique de je retourne vers le monde et donc, c'est tout le temps des respirations, des cycles. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, tu l'as répondu. Et puis d'ailleurs, il y a une autre question qui me vient en fait, c'est que quand tu as commencé finalement à créer finalement ta propre entreprise et puis à être finalement ce que tu souhaites finalement être, est-ce que je pense que tu as sûrement, en tout cas ça c'est sûr, tu as rencontré quand même tout de même des épreuves, tu vois. Et Oh non, jamais. c'est vrai que en fait, quand on commence à entreprendre, c'est pas tout. En tout cas, moi, dans mon parcours là, parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé quoi en février 2018. Oui. Et je me rends compte qu'en fait, c'est quand même assez des hauts et des bas, on va dire. Et on apprend tellement sur nous-mêmes et tout. Puis je me rends compte des fois que c'est pas toujours évident. Puis je voulais savoir en fait comment toi finalement tu vis ce parcours entrepreneurial finalement. Je Surtout comprends. en plus comme personne finalement hyper sensible, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Alors, je pense que ce que tu mentionnes est tellement important, cette montagnitude russe qui est, qui est très forte et qui est d'autant plus forte parce que quand on se lance à son compte, il y a beaucoup de moments de grande solitude. C'est clair. Et quand on se retrouve chez soi, devant son ordinateur ou devant son téléphone parce qu'il faut démarcher des gens ou parce que, peu importe l'activité qu'on choisit, hein, mais quand on est à son compte, ben, alors maintenant, il existe de plus en plus de tiers-lieux comme des coworking, espaces coworking, etc., qui poussent un peu à sortir et qui peuvent être vraiment, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop ça et encore moins dans la campagne où j'étais, mais ça peut être vraiment salutaire parce que ça force à sortir, parce que sinon, on peut très vite tomber dans ses peurs, on peut très vite se faire tout un tas de scénarios de comment ça va super bien marcher ou comment ça va super mal marcher et perdre énormément de temps et d'énergie à,
à être là en train de ruminer. Et puis, on se confronte forcément à nos peurs parce que quand on démarre à son compte, ben, il y a forcément des parties qui nous remplissent de joie et qui nous enthousiasment. Mais très vite, ces parties-là ben, ne sont pas tout de suite accessibles parce qu'il y a plein de choses à mettre en place qui souvent ne plaisent pas et sont chiantes à faire. Et que du coup, bah, les faire, c'est juste... Oh, et donc, on est dans la procrastination, etc. Et pour moi, ce qui est essentiel pour pouvoir s'en sortir de cette étape-là, c'est de comprendre qu'effectivement, c'est normal d'avoir des phases cycliques et que il y a à trouver un juste milieu de stimulation en fait. Et ça vraiment c'est un enjeu crucial pour pour tout le monde, mais pour les personnes hypersensibles d'autant plus, parce que quand on se retrouve chez soi avec une tâche et une montagne de choses à faire, ben, on peut tellement submerger qu'on ne fait plus rien. Ou alors on est dans la réalisatrisite et on est en sur-régime, et alors du coup on ne s'accorde pas assez de temps pour soi. Et le piège pour moi, le pire des pièges auxquels j'ai fait face, notamment au début, c'était de me dire je sais qu'il faudrait que je sois en train de faire tel truc, mais je n'ai pas l'énergie de le faire. Alors, je ne fais pas un truc qui me ferait du bien et me nourrirait parce que pourquoi est-ce que je me ferais du bien? Alors, je poireaute sur Internet à faire n'importe quoi ou je vais faire le ménage chez moi. Tu vois, le genre. Donc, c'est cette fameuse procrastination hein, qui est je ne me fais même pas du bien, ce qui me nourrirait pour me redonner de l'énergie, et je ne fais pas ce qu'il y a à faire. Donc, c'est comment pouvoir petit à petit se dire bah, là, j'ai vraiment pas accès à l'énergie pour le faire. Ben, est-ce que je m'autorise à me faire un peu du vrai bien à moi, de sortir, de prendre l'air, d'aller appeler une copine, de faire une balade, peu importe en fait. Mais s'autoriser ces moments de détente parce qu'il y a tellement cette pression de il faut que mon business avance parce que sinon je retoucherai plus le chômage ou je sais pas quoi et qu'on on profite pas et on n'avance pas. Et donc parfois, même si ça paraît contre-intuitif, tout arrêter pour faire autre chose qui fait vraiment du bien, aller voir ses parents pour se faire dorloter, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, ben parfois ça peut créer de l'espace nécessaire pour retrouver l'énergie. Parce que l'énergie, c'est l'enjeu principal quand on est en train de créer son entreprise et surtout quand on est hypersensible et que on peut s'en vouloir terriblement et douter et se dire j'aurais jamais dû quitter ce boulot, etc. Mais c'est vrai que ces moments de changement, je remarque, en tout cas moi aussi par rapport à mon parcours, et étant aussi une personne quand même qui a une grande sensibilité, j'ai toujours en fait été, on va dire, ça a été toujours difficile en fait pour moi. Et quand en fait j'ai rajouté en fait le fait aussi que ben voilà je voulais lancer mon propre truc et tout, ma propre entreprise, ben ça a rajouté en fait on va dire de la difficulté en plus on va dire. Mmh. Parce qu'en fait j'ai remarqué que j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait quand tu commences à entreprendre, tu es beaucoup livré à toi-même et à tes émotions et puis tu dois en fait tu dois tout le temps quelque part c'est pas devoir mais je veux dire tu as besoin en fait à chaque fois de passer des paliers Mmh. et aussi te dépasser aussi parce que si tu te dépasses pas ben ton business il avance pas tu vois. Mmh. Exactement. Et ce que tu dis me touche beaucoup, ça me donne même des frissons partout, c'est cette notion on est seul avec soi-même en fait. Parce que quand on est dans le train-train, qu'on sort, qu'on est amené à aller faire les tâches, aller au bureau, etc., bah, c'est la distraction parfaite pour ne pas être avec soi-même. Et quand on se retrouve tout seul chez soi, ben, il y a moins et moins en fait. Et du coup, bah oui, effectivement, on se retrouve, on ouvre le placard, on voit, ah ouais, il y a tout ça déjà qui, ah mon Dieu. Et en plus, il faut rajouter créer son entreprise. Donc, j'adore ce que tu nommes là parce que c'est vraiment une double tâche immense. C'est se retrouver avec soi. Donc déjà, qui est souvent un chantier parce que souvent, toute notre vie, on a été tellement rempli de tellement de choses qu'avoir de l'espace et du temps pour se voir, ben, on l'a jamais eu. Et donc, du coup, c'est tiens, coucou. Et ensuite, en plus, il faut faire marcher son truc. Et les deux, donc, c'est une épreuve de feu, en fait. Et c'est chouette que tu le nommes, je trouve, parce qu'on le voit peut-être pas assez, ça.
Tu vois, par exemple, moi, je vois aussi qu'on a... Ouais, c'est vrai, il y a aussi cette peur aussi un peu de se retrouver... Ben, c'est ces peurs un peu où on a peur de manquer d'argent, on a peur d'être ben, à la rue. Et c'est vrai que c'est des peurs qui sont... Moi, je pense que c'est important de les nommer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui traversent ces épreuves, mais qui n'osent pas le dire, en fait. Oui, Et je pense que c'est très important de le dire parce que sinon, ben, déjà, tu te sens pas bien avec toi-même et je pense que c'est bien aussi que les autres, ben, finalement, se sentent aussi reconnus par rapport à ce que tu dis. oui, oui, effectivement. Et Je sais pas c'est vrai. je sais pas comment toi, tu l'as vécu, cette période de changement finalement. Ben, c'était pas simple, c'était vraiment pas simple parce qu'en plus j'avais mes deux petites filles avec moi, donc un vrai enjeu en fait, un vrai enjeu financier derrière et somme toute, là c'est plus on peut dire un niveau énergétique ou autre, mais plus on a de pression et d'urgence pour gagner de l'argent, c'est comme si à un moment donné on disait à l'argent ne vient pas. En fait, il y a une espèce de truc comme ça. Exactement ça en plus. Plus on est détendu, et plus on est confiant, etc., bah, le truc est fluide et ça vient. Et plus on se dit, oh mon Dieu, mais je n'aurai pas de quoi manger, il faut que je travaille dur, bah, ça vient pas en fait. Et, et c'est facile de dire, oui, messieurs, dames, lâchez prise et tout viendra à vous avec facilité. Ouais. Sauf que effectivement, on est aussi confronté à notre vision de l'argent, à notre vision de l'argent qui est teintée de la peur du manque, la croyance qu'il faut travailler dur pour que l'argent vienne. Et c'est toute notre culture, qu'elle soit judéo-chrétienne ou qu'elle soit, peu importe en fait, mais on a souvent des bases culturelles de lien à l'argent qui sont méga pourries. Et donc tout ça, forcément, ça fait surface et il y a des enjeux terribles parce que bah, si on décide de se lancer et que sa famille et que la famille dit mais fais gaffe, tu devrais pas lâcher ton poste. Donc on a en plus l'enjeu de il faut que je prouve à ma famille, je vais pas demander à mes parents de l'aide parce que sinon tada. Et donc on se raconte des trillions d'histoires et on se met une pression monstrueuse. Alors que en réalité, peut-être que les possibilités pour qu'on se retrouve effectivement à la rue sont très 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 minces, sont minces quand même. Mais on fait face à tout ça. Et c'est vrai que ben, moi, j'ai pas de recette magique sur oh ben il faut faire ci ou il faut faire ça. Euh, la seule chose que je peux témoigner, c'est que ça se fait en fait. C'est que ça se fait et que quand on est aligné par rapport à ce qui fait boum boumer son cœur et qu'on est dans ce qui fait vibrer le soi, qui fait sens, ça se fait malgré soi, j'ai envie de dire, malgré tous les efforts et les simagrées qu'on fait pour que ça marche. En fait, il y a, mais après ça c'est ma croyance, mais il y a comme la vie qui est derrière tout ça en fait, et la terre elle nous soutient en fait, et la terre elle s'envole pas sous nos pieds C'est finalement. intéressant en fait quand tu parles d'alignement parce que en fait, les gens, en fait, quand tu commences à créer ton entreprise, finalement, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne prennent pas vraiment conscience. Mm. Et l'alignement, pour moi, c'est vraiment relié à se connaître soi, finalement. Mm. Et comment toi, finalement, dans ton parcours entrepreneurial, comment tu as, réussi finalement à trouver, à te relier finalement à ce qui était bien pour toi, à ce qui était aligné avec toi? Mm. Comment tu as fait en fait? Alors c'était vachement par essai-erreur, dans le sens où au départ, au tout départ, je m'étais dit ok, je vais tester de faire une sorte d'activité d'accompagnement individuel. Et alors, je vais créer une plaquette avec des trucs pas possibles, des noms incroyables, etc. Bref. Et tout simplement, ça marchait pas. Il n'y avait personne qui venait, en fait. Donc, il n'y a pas plus implacable que ça, en fait. Quand ton truc, il marche pas, et que moi, j'attendais derrière mon téléphone à ce qu'on m'appelle et que non, non, en fait, non. Je sais bien, c'est... Personne. Ok, bon, bah, on réajuste le tir. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, oui, dans cette histoire. Et là, vraiment, j'ai eu la chance d'être entourée de personnes, pas très nombreuses, mais qui m'ont dit, écoute, clairement, Carole,
c'est joli, ta plaquette elle est jolie, mais en fait ça veut dire quoi? Ah, ok. Et donc du coup, pour moi, l'essence de leur message, et c'est ce que j'ai vraiment cherché à faire après, c'est quoi l'essence de ce que je veux vraiment être, apporter. Et donc vraiment, c'est une espèce de travail d'épuration et d'aller vraiment au cœur du truc. Et pour moi, il est là le besoin d'alignement, c'est ok, au-delà de tous les froufrous, de tous les jolitudes, de tout ça, mais au fond, c'est quoi ton truc? Tu vois, si je me pose la question, mais ok, mais c'est quoi? Et puis que je ne sais pas répondre ou que je pars dans des considérations philosophiques. Mais si ma fille de 9 ans ne peut pas comprendre, bah, Bah, en fait, donc on en revient un peu au marketing, quoi, finalement. C'est comment, comment... mais le marketing, c'est du bon sens, il me semble. Exactement, exactement, ouais. Bah, c'est comment tu te positionnes finalement dans le marché, dans qu'est-ce que tu veux contribuer, comment tu veux servir finalement tes clients, quoi. Oui, voilà. C'est quoi ton truc en fait? C'est quoi ton Mais c'est truc? pas toujours, en fait, quand on le dit là comme ça, c'est joli, joli, mais quand on doit trouver nous-mêmes, en fait, finalement, quand t'es seul avec toi, c'est pas toujours évident de le trouver. Non, c'est pas toujours évident, c'est super dur de le Bah oui, trouver. bah c'est exactement ça. Mais, mais tu sais, moi, ce qui m'a aidé, c'est justement ces gens qui m'ont dit, mais en fait, c'est pas ça que tu fais. Et que quand ce qu'on me renvoyait, c'était ça, ah bah oui, en fait, c'est ça que je fais. Oh, mais c'est bon, tout va bien en fait. Et du coup, je teste le ça. Ah bah oui, bah là, j'ai une réponse. Donc, parfois, ce sont les autres qui arrivent mieux à voir que nous Exactement. parce que souvent ils ont pigé avant nous ce en quoi on était bon et parce que nous on se raconte tout un tas d'histoires et c'est juste quand ce que l'autre nomme à propos de moi et que ça fait cling chez moi, là je pense qu'on tient une bonne piste. Et ben après, il faut aussi. En fait, c'est ça, je me rends compte, c'est que en fait, tu as besoin d'écouter les autres, quoi, tu vois. Non. Non, mais en plus, je remarque que c'est la base. En fait, moi, je sais que par rapport à mon histoire, en étant une personne quand même assez sensible, j'étais tout le temps un peu. J'étais, comment dire, introvertie. Et le fait que je me suis lancée finalement ce défi de commencer à entreprendre, ça m'a poussée en fait à sortir de moi puis à aller vers l'autre. Mm. Et je pense que c'est là tout l'enjeu finalement aussi, c'est vraiment de se motiver à sortir, à montrer finalement qui on est. Et puis je dis pas que c'est toujours évident, mais je pense que c'est un parcours de chaque instant finalement. Totalement. C'est ça, c'est encore de frissons. Mais c'est tout à fait un parcours de chaque instant, comme tu dis. Et, et moi, il y a un truc que je trouve c'est quelque chose qui pour moi est essentiel et qui peut-être peut aider un tout petit peu à la réflexion des personnes qui sont en train de se chercher ou etc. C'est que pour moi, les personnes hypersensibles, on est tout le temps tellement travaillé au corps par des choses qu'il me semble, je mettrais vraiment ma main à couper pour dire que je crois que chaque personne, hypersensible ou pas, mais là on parle aux hypersensibles, a capté un truc. Je suis sûre que toi, tu as compris ton truc, tu as saisi un machin. Peut-être pas qu'un d'ailleurs, mais sur une circonstance, sur une situation, Je suis sûre que toi, tu as ton truc en fait. Et le grand souci, et c'est ça où je le dis parce que ça rejoint ce que tu dis, le grand souci, c'est que quand on a pigé un truc de fou, on se dit ah mais non mais je vais pas le dire parce que sûrement quelqu'un d'autre l'a dit à ma place ou le dirait tellement mieux que moi ou je vais le dire à quelqu'un d'autre pour qu'il le dise à ma place ou alors oh c'est pas si important que ça. Et donc du coup on met de côté ce truc qu'on a pigé, qu'on a compris qui était sûrement à la base de notre rêve et on le frelate un peu en essayant de l'adapter, bloubi-boulguiser par rapport à ce qu'on croit qu'on attend de nous. Alors que ce truc, c'est l'essence même de ce pourquoi on est là, en fait. Ces trucs qu'on pige. Je ne sais pas si je suis trop abstraite avec ce que je te dis. Ouais, Mais ouais, je comprends.
C'est juste des fois, je me rends compte que en fait, moi, je me rends compte qu'on a vraiment besoin des autres, quoi. On a besoin d'être accompagné. C'est un truc que je pense que c'est important de prendre conscience, tu vois, que tu as besoin de l'autre pour pouvoir monter finalement les échelons pour arriver finalement à la réussite que toi tu souhaites et à Oui, ton bien-être. oui. Et je pense que c'est d'autant plus précieux que quand on se met en solo à travailler, on croit qu'on doit rester seul. Exactement. On se dit, bah oui, maintenant je suis seule, il faut que je réussisse toute seule comme une grande. Alors que la réussite dépend de comment on s'entoure et de qui on s'entoure. Parce qu'il ne suffit pas de s'entourer, mais c'est de qui aussi je vais aller m'entourer. Et effectivement, y arriver dépend effectivement de combien est-ce que je vais aller demander de l'aide, m'appuyer sur les autres, chercher du feedback, continuer à me référer aux autres, me sentir en lien, soutenue, épaulée. C'est crucial en fait pour ne pas justement être solo entrepreneur, mais voilà. C'est en fait trouver finalement des partenaires quoi, qui sont d'accord finalement d'adhérer finalement à ta vision finalement. Oui, et pas que, ça peut être des gens qui justement n'adhèrent pas forcément et qui vont venir questionner, mais ton truc là, euh, explique-moi encore parce que là vraiment, pas clair. Donc, bon, ils vont peut-être pas adhérer, peut-être à la fin ils vont dire bon, bah, c'est ton truc, moi ça me bon, mais ils vous auront aidé, ils nous auront aidé à avancer. Donc, il y a de tout, j'ai envie de dire, il y a des partenaires, il y a des pairs, il y a des futurs clients, il y a des mentors, il y a de tout en fait. Euh, Comment en fait tu fais toi en fait pour parce que je vois qu'il y a beaucoup quand tu commences finalement ce parcours finalement il y a, il y a cette notion d'énergie qui revient souvent en fait et je pense des fois on se rend vraiment pas compte qu'en fait c'est tellement important et je vois que des fois on a de la peine en fait à trouver en fait aussi un juste équilibre et puis des fois je me demande si ça existe vraiment si on peut vraiment trouver un juste équilibre parce que des fois c'est quand même c'est pas toujours évident on va dire et je voulais savoir en fait comment toi finalement tu te ressources finalement et c'est quoi tes outils que tu utilises Mhm. voilà. D'accord. Alors, moi, j'avoue que je suis assez peu scolaire. Donc, c'est dans ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo Méditer cette horreur. Parce que même si j'ai été bouddhiste, etc., pendant 3 ans, religieuse, il y a des personnes qui sont extrêmement disciplinées et qui, par exemple, trouvent dans la méditation euh, quelque chose de très nourricier, etc. Moi, j'ai un tempérament, disons que c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que ce que je trouve, mais encore une fois, c'est changeant. Bien Il sûr. y a 2 ans, pendant 6 mois, je crois, je partais courir tous les jours. Mais je suis assez ayatolliste, en fait. C'est soit je fais tous les jours, soit je fais pas. Donc, je C'est partais courir tous exactement les comme jours. Donc, quand je courais tous les jours, ça me faisait un bien fou. Et puis, un ami m'a dit, écoute, c'est bien, mais ça serait bien que tu muscles aussi ton dos parce que courir, c'est bien, mais tous les jours, bon, et si tu sais pas courir en plus, bon, c'est peut-être pas idéal. Donc, là, il y a le yoga qui est rentré dans ma vie avec une nana que je surkiffe, qui fait des vidéos gratuites des États-Unis, je la trouve géniale, qui s'appelle Adrienne. Je la conseille vivement. Et, et du coup, depuis, je fais du yoga, que je mets des petites vidéos d'elle. Et je suis pareil dans ces trucs j'en ai fait pendant 6 mois tous les jours. Et après, j'ai arrêté pour X raisons. Et puis pendant 3 mois, j'ai rien fait. Et là, de nouveau, j'ai recommencé. Pardon, ça a coupé. là, c'est tout bon. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand tu dis que en fait, ça me fait du bien d'entendre ça parce que je remarque en fait que tu sais, on nous parle beaucoup en fait d'être régulier, d'être constant, de ouais vraiment être dans la discipline. Et je remarque en fait quand t'es quand t'es ultra sensible en fait, il y a beaucoup ces oscillations comme tu dis. Et je pense que des fois, on se compare aussi aux autres. On se dit, ouais, mais c'est bizarre, moi je suis comme ça, c'est comme, il y a un truc qui cloche et tout.
Puis en fait, des fois, en fait, je me remarque qu'il faudrait en fait s'accepter comme on est, en fait. Oh oui! On peut arrêter l'interview là. C'est la quintessence du truc. Mais oui! Mais c'est pas toujours, tu vois, c'est dur des fois de trouver, de se dire, mais attends, en fait, c'est juste comme je fais moi, tu vois. Ça fait Oui. partie de ma nature, c'est comme ça. J'accepte que ça soit comme ça, et puis un point, c'est tout. Et moi, je remarque aussi, ben, je sais pas comment toi tu vis ça, et puis, par exemple aussi, ben, je vois aussi par rapport au sommeil, aussi, je remarque que quand tu es hypersensible, tu vis quand même, tu as un sommeil qui est différent que par rapport aux autres personnes aussi. Et moi, je remarque aussi que j'ai besoin de plus de sommeil que, par exemple, une personne normale. Et je sais pas, des fois, je me posais la question, mais attends, il y a un truc qui cloche là aussi de nouveau. Je sais pas comment toi, tu vis aussi ça. Et puis, je sais pas si tu pourrais nous partager finalement ben, ce que toi, tu vis, quoi. Bah, écoute, par rapport au sommeil, j'adore que tu en parles parce que moi, ma hantise, c'est qu'on me demande le matin, est-ce que tu as bien dormi? Mais attends, écoute, je me suis réveillée 3 fois, j'ai fait une insomnie qui a duré 1 heure et demie, mais c'était pas mal parce que j'ai eu plein d'idées, des trucs qui me sont venus, c'était génial. Mais je suis déphasée et il est possible qu'à 3 heures de l'après-midi, j'ai envie de tuer quelqu'un parce que je suis ultra fatiguée et que je me couche à 8 heures du soir parce que j'ai besoin de 13 heures de sommeil au moins pour pouvoir récupérer des trucs. Voilà. Donc, effectivement, le rapport au sommeil est mais juste festival intergalactique. Et aujourd'hui, je dis à mon ami, bah, écoute, vaut mieux que tu me demandes pas comment est-ce que j'ai dormi parce que pour moi, c'est difficile de dire ah super bien parce que super bien, c'est pas vrai non plus. Sauf les nuits où comme ça, je récupère, je dors super bien, mais mes nuits sont tellement vivantes et il se passe tellement de trucs que bon, si tu as 5 minutes pour que je t'explique comment j'ai dormi, on y va, mais sinon, juste dire bien ou mal, bon, parce que juste dire j'ai mal dormi parce que j'ai eu 3 insomnies, ben c'est trop résumant et j'ai pas envie de dire ça en fait, j'ai pas envie de mettre une note négative. Donc, si tu veux, pour moi, c'est ça l'enjeu, comme tu disais, par rapport aussi bien ma façon de faire de traiter mon corps. Il va y avoir des périodes où je me dis, mais je vais, par exemple, depuis le Nouvel An, je me suis dit, oh, l'alcool, Burk. Mais pas parce que je me suis dit dans ma tête, oh, je vais arrêter de boire. C'est pas que je buvais comme un trou, hein, mais je buvais un verre de vin ou une bière par-ci par-là. Et je me suis dit, mon corps, il m'a dit, oh, bah, Burk, en fait, non. Et puis l'autre jour, j'étais avec mon ami et je me suis dit, ah bah tiens, on va se faire une bière, ok, cool. Mais parce que justement, j'essaie de pas figer le truc. Et c'est plus une histoire d'écouter. Je pense que l'enjeu, c'est écouter son corps tout en, et c'est là le hic du truc, tout en faisant gaffe, parce que parfois, c'est la voix de la paresse qui s'installe. Et que je sais que vraiment, si je fais du yoga tous les jours, je me sens 10 fois mieux que si j'en fais pas. Donc, comment écouter que par moment mon corps est vraiment pas OK pour en faire, ou est pas OK pour aller courir, ou est pas OK pour, je sais pas, quoi que ce soit. Comment trouver ce juste milieu entre j'ai besoin de repos et d'écouter mon corps et d'aller avec les cycles, parce que aussi on est des femmes, donc le cycle hormonal, mais bonjour! Ouais, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou! Et puis la lune en plus, mais dames, c'est un truc de taré. Donc, comment je fais entre écouter que c'est l'hiver ou bon, c'est le printemps, donc du coup, là, toutes les énergies font ça, la sève qui monte, qui descend. Puis j'ai mes lunes, et puis en plus, c'est la pleine lune, on va tous mourir. Comment je combine tout ça avec une petite propension quand même que moi, personnellement, je peux avoir de m'écouter un peu trop. Et ça, c'est le truc aussi, l'enjeu essentiel quand on auto-entreprend, c'est elle est où la limite entre… Mais je pense qu'on le sent dans nos tripes. C'est juste, est-ce que je l'écoute ou pas? Où est la limite entre je m'écoute parce que j'ai besoin de me reposer, me nourrir énergétiquement, me nourrir intérieurement, me faire du bien, me reposer, me rire ou quoi, ou me gratifier. Et dans quel moment, là, il serait temps. Là, il serait temps de ne pas trop s'écouter. Et c'est ça l'enjeu. Il n'y a pas de recette magique, mais je sais qu'au fond de soi, on sait. C'est juste qu'on se raconte après tout un tas d'histoires pour se dire ah, allez, je me retourne un peu dans la couette. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais c'est bien ce que tu dis là parce que ben, je le vis aussi.
Et puis, c'est vrai que je me rends compte que c'est de trouver cet équilibre, mais vachement dur. D'ailleurs, Oui. des fois, je me dis, mais attends, mais tu fais comment en fait pour ressentir que c'est vraiment bien pour toi, tu vois? Hmm. Et c'est ouais, c'est vraiment des fois, c'est pas toujours, comme je disais, c'est pas toujours évident de reconnaître finalement, ben, cette partie de toi qui te dit: «Bah, ouais, vas-y, va courir là, ça te ferait du bien», tu vois? Et ouais, je sais pas, Oui. c'est un truc que je me questionne aussi, tous les jours. Mais je pense que c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut remettre le métier à l'ouvrage tous les jours. Et la réponse, c'est un curseur. Et la réponse, aujourd'hui, elle sera là. Et aujourd'hui, elle sera là. Et c'est pour ça, c'est important d'être en lien avec notre corps et le consulter. Et consulter ses tripes, consulter son bassin. Et demander, OK, là, je me repose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, à cet instant, bah, c'est mieux de faire ça ou pas, en fait. Et la réponse va varier. Et il y aura des jours où on sait pertinemment qu'il faudrait aller faire du yoga, par exemple, et qu'on ne le fera pas, et qu'on sait qu'on aurait dû en faire. Et que le but, c'est d'être aussi OK avec ça. OK avec le fait que bah, je n'ai pas une volonté d'acier tout le temps. Et c'est OK. Et pour moi, l'enjeu de l'amour et de l'accueil de soi, c'est aussi de dire, et c'est OK que je veuille fainéantiser aujourd'hui, même si ça m'aurait fait tellement de bien de faire du yoga au lieu de manger ce paquet de chips. Mais c'est aussi OK de manger, ils sont tellement bonnes là au vinaigre, c'est Ah ouais. bon. Hem, je me disais aussi que, tu sais, quand on disait avant, que par rapport au sommeil et tout, finalement, comment toi, finalement, tu arrives à gérer finalement quelque part, ce besoin finalement de dormir et puis ce besoin aussi d'être en action aussi, tu vois? Mmh. Alors moi, j'ai un cadeau exceptionnel qui est que j'ai 2 filles et donc du coup, elles ont des horaires. Et comme j'ai décidé d'avoir des enfants, ben, il me tient à cœur de passer du temps avec elles. Donc, j'ai organisé ma vie pour que quand elles sortent de l'école, je suis plus ou moins, j'essaie d'être plus que moins, disponible pour elles. Et du coup, quand je suis fatiguée, elles se couchent à 8h30, mais moi, à 9h, je suis au lit aussi, en fait. Ah, c'est cool! C'est-à-dire, à un moment donné, sinon, c'est pas possible. Je peux pas fonctionner parce que le lendemain, il faut que je les lève pour aller à l'école. Donc, j'ai ces horaires-là qui sont imposés, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est aidant parce qu'elles sont comme des petites horloges. Oui, il faut qu'elles mangent à telle heure, etc. Quand on est tout seul, c'est moins simple parce qu'on peut ne pas manger. Ou, bon, quand on est hypersensible, ne pas manger, c'est délicat. Mais on peut manger à n'importe quand ou 15 fois par jour si on veut. On peut se coucher à l'heure qu'on veut. Donc, pour moi, mais c'est très personnel, hein, le fait de m'imposer des horaires, au moins pour le lever, pour le coucher, peut-être pour le repas, ou pas, hein, mais à chacun de sentir, ça donne un rythme. Et se dire, bah, à partir de 5 heures, je ne bosse plus. Et vraiment s'y tenir. Et je ne fais plus de réseaux sociaux. Tu vois, vraiment se donner ces espèces de trucs. Parce que si tu fonctionnes un peu comme moi, il y a le truc de si je donne ma parole, en tout cas, je le tiens pour un certain temps. Et après, ça va se remettre en question, mais du moins pour un certain temps. Et du coup, tester cette manière de fractionner la journée et voir, bon, ben, est-ce que le matin, je suis plus créative, donc je m'attelle au truc de créativité, et l'après-midi, je suis plus concentrée pour l'administratif ou inversement. Et essayer de voir... et aussi, si tu veux, c'est tellement variable parce qu'encore une fois, il y a cette dimension de nos cycles hormonaux en tant que femme. Donc, quand tu vas avoir tes lunes ou que tu as tes lunes ou tes règles, bah, tu as juste envie d'être sous la couette, quoi. Donc, te mettre un rendez-vous super important le jour où tu vas avoir tes lunes, bah, tu es sûr que tu te flingues, quoi, ou c'est Exactement. suicide professionnel. Donc, c'est comment être vraiment de plus près de soi et à son écoute pour pouvoir savoir comment j'organise mon temps, ma journée, en sachant que ça va être changeant. Donc, c'est comment sortir de l'idée qu'il faudrait être super performant, il faudrait super flat comme ça, super plat, d'humeur plate, ou tout le temps motivé. Tony Robbins, ouais, on va gagner
Bah, pour moi, dans mon univers, ça n'existe pas. Des fois, je vois une vidéo comme ça, motivationnelle, et ça fait vachement du bien. Mais je pourrais pas tous les jours, en fait. Il Moi y non a des jours où juste, mais je tuerais cet homme, en fait. C'est laissez-moi tranquille dans mon lit. C'est ok aussi, en fait. plus. Tu sais, avant, on parlait un peu de cette notion finalement, de spiritualité. Et puis, je remarque en fait que quand tu es ultra sensible, en fait, tu es quand même très relié à cette notion de spiritualité. Tu ressens beaucoup en fait les choses. Tu es relié aussi beaucoup à ton intuition. Ouais, il y a quelque chose finalement, tu ressens aussi plus facilement les énergies des autres aussi. Et finalement, pour toi, finalement, est-ce que dans ton parcours, finalement, est-ce que comment tu as réussi finalement à quelque part à te dire, ben voilà, ça c'est quelque chose de bien pour moi, c'est utile pour moi, et comment je vais pouvoir en fait finalement le mettre finalement au service des autres, quoi. Hmm, excellente question. Je pense que c'est tout un parcours. Pour moi, ça a été tout un parcours de me fier à mes intuitions. Parce que j'ai mis très longtemps à comprendre que j'avais cette hyper-empathie, qui est cette capacité à être un peu une sorte d'éponge émotionnelle qui peut percevoir aussi bien les ambiances que les humeurs des autres personnes, voire presque ce qui ressentent ou pensent, même avant que même les pensées, vous voyez, tu vois. Donc, pour moi, j'ai mis énormément de temps à pouvoir me poser la question, est-ce que ce que je ressens m'appartient ou ça appartient à l'autre? Et j'ai passé quasiment toute ma vie à croire que tout m'appartenait En fait, non. et à croire que du coup, j'étais à moitié folle. Pardon, tu disais? En fait, non, en fait, il n'y a pas tout qui t'appartient, c'est juste que tu as besoin de savoir finalement. Mais des fois, cette limite, elle est difficile à trouver, tu vois. Il est très difficile à trouver. Et en même temps, pour moi, l'apprentissage de ma vie, ça en fait encore partie. C'est de tout simplement, quand je me pose la question, c'est poser la question à mon interlocuteur. C'est là, soudain, je sens une espèce de douleur au ventre. Est-ce que tu as une douleur au ventre là Oui, non. Non? Ah, ok, bah, d'où est-ce que ça peut venir alors? Parce que je suis pas trop sujette aux maux de ventre, tu vois? Et du coup, c'est le truc tout bête de demander. C'est en apprenant à demander, à poser des questions, de est-ce que tu te sens triste? Parce que là, espèce de tristesse qui monte. Ah, ben oui, et l'autre se voit pleurer. Ah, ok, je comprends. Donc, et le fait de demander, de poser des questions, ben, ça m'a permis de mettre de la distance entre moi et l'autre personne et de me dire, OK, là, je suis juste en résonance. Et s'il y a résonance, ça ne veut pas forcément dire que tout appartient à l'autre. Si ça résonne chez moi, c'est qu'il y a un terreau propice qui résonne chez moi. Donc, pour moi, ça a été un peu mon guide pour me dire, si je suis entourée de personnes qui sont très en colère et que je résonne avec cette colère, même si moi, j'ai pas de raison d'être en colère, ok, déjà, pourquoi est-ce que je suis entourée de plein de gens en colère? C'est pas anodin. Et après, quelle est la part de colère en moi qui est là, qui cherche à s'exprimer? Donc, pour moi, le lien avec les autres est devenu mon terrain de travail personnel déjà. Et puis, ça m'a permis de me dire, ok, bah, puisque je ressens ça et que je peux, en questionnant, aider l'autre personne ou lui faciliter qu'elle puisse s'interroger sur ce qu'elle traverse, ben, ça me donne des pistes à propos de ce que je pourrais potentiellement faire. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, c'est tout bon. Là, il y a une autre idée qui m'est arrivée parce qu'avant, on parlait aussi, tu t'avais parlé aussi à un moment donné tu sais, de créativité. Puis je pense aussi Oui. important de dire ben, aux personnes qui vont ben, écouter ben, cette interview qu'en fait, la créativité pour une personne qui est ultra sensible, c'est super important de l'écouter. Et pour en revenir à cette créativité, je sais que tu as écrit en fait un livre tu as coécrit un livre avec Saverio Tomasella. Et je voulais savoir finalement comment, comment finalement a été ce processus de création finalement avec Saverio, quoi. Comment ça s'est Oui. passé, Mhm. ouais, ton parcours, quoi. Mhm. Alors, ça a été magique. Saverio est une personne que moi, j'admire, mais avec
tout mon respect existentiel. Vraiment, c'est quelqu'un d'admirable. Et ça s'est un peu passé comme ça s'est passé entre toi et moi. C'est-à-dire que moi, je l'ai contacté pour pouvoir faire une interview. Déjà, je ne croyais pas une seconde qu'il allait me répondre, mais bon, je lançais ma bouteille à la mer et puis super incroyable, il me répond. On se parle d'abord au téléphone pour voir comment est-ce que ça va se passer. Et là, le courant passe extrêmement bien. Et il me parle de ce projet de livre que la maison d'édition Le Duc lui avait demandé. Et puis, il me dit, est-ce que potentiellement, ça pourrait t'intéresser voilà, de coécrire ça avec moi. Et du coup, je me suis retrouvée d'embarquer dans une aventure de dingue parce que moi, écrire, c'est un endroit où ma créativité s'exprime depuis que je suis toute petite et qui est une passion, mais que jamais j'aurais cru voilà, pouvoir voir exprimé dans un livre pour de vrai. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, pour la collaboration, c'est vrai qu'il faut un temps pour s'ajuster, pour savoir comment écrire à quatre mains plutôt. C'est pas forcément évident puisque il y a 1000 manières d'écrire à quatre mains. On peut écrire chacun écrire de son côté, on peut mélanger. Et puis finalement, au fil des chapitres, ça s'est construit de manière très naturelle et très différente en fonction des chapitres. Donc un a apporté la patte pour l'autre, surtout lui a apporté beaucoup pour moi parce que c'est voilà, Mais c'est génial, tu vois, parce que finalement, quand tu fais à deux quelque part, ça aide aussi à. Finalement, il y a une entraide, tu vois. Puis oui. l'autre arrive peut-être à corriger une partie. Et puis, ouais, finalement, c'est une co-création qui est ensemble et je trouve ça juste génial, quoi. Ah, pour moi, c'est vraiment, ça a été un rêve. Et puis d'ailleurs, là, on est en train de coécrire un autre livre et qui est plus de l'ordre de la fiction, 100% de la fiction. Et c'est un régal, en fait. C'est Non, mais c'est juste, incroyable. je trouve ça juste génial ton histoire là de. Finalement, t'as suivi un peu ton intuition, quoi. Ah, un peu, oui. C'est que tu t'es laissé guider et puis finalement, il y a un cadeau finalement qui avait juste derrière, quoi. Ah, mais ma vie professionnelle depuis, ça a été des trucs de dingue, en fait. Des trucs de dingue. Mais c'est génial parce que finalement, quand tu oses écouter et puis passer à l'action quelque part, euh, et puis aller finalement dans cette idée que tu as eue dans tes pensées, finalement, dans ce qui est à l'intérieur de toi, finalement, on ne se rend pas compte, mais il y a souvent des cadeaux derrière. Et puis, c'est juste l'enjeu là-dedans, c'est juste de ne pas écouter la voix de la peur, tu vois. C'est ça. C'est ça. Ou la voix du jugement de oh, mais qu'est-ce que tu penses? Et savoir aussi se dire qu'on va se ramasser des râteaux. Moi, il y a aussi des gens que j'ai contactés et que j'admire et qui m'ont pas du tout répondu. C'est OK, en fait. Après, c'est des gens qui sont connus. Moi j'ai pas de souci à aller frapper à des portes. Pour moi, frapper à la porte de Saverio, c'était énorme, en fait. Et il y a plein d'autres gens que j'ai aussi contactés, dont certains qui sont hyper ouais, pas de problème, et d'autres qui pas de réponse. C'est super OK, en fait. Parce Mais, que mais il faut faire attention parce que je remarque que, tu vois, en fait, il faut essayer de mettre les gens sur le même niveau, tu vois. Parce que finalement, c'est parce qu'il est connu qu'il ne vit pas en fait la même chose que nous, tu vois. bien Finalement, sûr, c'est un être humain et puis il vit la même chose que nous, finalement, tu vois. tout à C'est fait. juste cette Après, les façon. emplois du temps des uns et des autres, c'est pas forcément les mêmes parce que quelqu'un qui est connu, qui a beaucoup un agenda très plein, aura forcément moins de temps. Mais là, par exemple, je suis en lien avec une orthophoniste qui s'appelle Béatrice Sauvageau et que je vais interviewer bientôt et qui, pareil, moi j'ai lu ce qu'elle écrivait, ce qu'elle fait par rapport aux enfants dyslexiques et 10 en général. Et j'étais là, mais jamais elle me répondrait. Elle est juste trop géniale, cette femme. Et puis elle me répond, elle est adorable. Oui, mon Dieu, Skype marche pas. Et, et comme tu dis, c'est un être humain exceptionnel qui a juste le cœur sur la main. Et ce que j'essaye de dire derrière tout ça, c'est osons, osons aller contacter des gens qu'on admire aussi et qui nous font tilter et on peut avoir des sacrées surprises en fait de se dire comme tu dis bah oui elle va aux toilettes comme moi et puis elle a les mêmes interrogations et puis bon c'est un peu prosaïque de dire tout ça mais en même temps c'est vrai et oser aller frapper là où on se sent inspiré, ben, ça donne aussi, pour revenir à cette dimension de l'énergie, ça donne aussi de l'énergie
qu'une personne qu'on admire dise ce que tu fais, c'est pas mal. Oh, ce que je fais pas mal. Oh oui, mon ego est heureux. Merci encore. Non, mais en fait, on parle pas non plus que de l'ego, mais tu vois, on parle aussi finalement de... Parce que moi, je relie finalement totalement la confiance en soi à l'alignement, tu vois. Absolument. Et puis, finalement, tu te sens mais super bien. Je sais pas, c'est comme si t'avais... Ça fait tellement du bien, en fait, de se dire qu'il y a quelqu'un qui aime ce que tu fais, tu vois. Et Oui. je sais pas, ça fait du bien pour toi, finalement, parce que ça te permet de continuer, finalement, dans ton parcours, tu vois. C'est ça, exactement. Et c'est merveilleux. Et moi, je suis toute honorée que tu m'aies contacté pour m'interviewer. C'est un honneur, c'est un bonheur, tu vois. Mais tu vois, en fait, c'est de nouveau, quand on revient, c'est oser, finalement. C'est vraiment oser aller vers l'autre, tu vois. Et Oui, pour moi, c'est vraiment... C'est super important, en fait. Je le dirai jamais assez, en fait. C'est super important de oser. oui. Même si on a cette voix, des fois, qui est à l'intérieur de nous, qui nous dit ah non, mais tu vas pas réussir, ou je sais pas quoi. Bah non, il faut y aller, quoi. Il faut essayer. C'est ça. Et c'est là où intervient la partie je prends, même j'aime pas l'expression je prends sur moi, mais je prends le soin de dépasser cet obstacle-là intérieur parce que je sais que c'est juste derrière. Putain, en fait, il y a tellement de choses en fait, que je remarque qu'il y a tellement de... En fait, je suis super contente de faire cette interview avec toi parce que ça me permet aussi de... Je prends conscience qu'en fait, il y a tellement de questionnements en fait, qu'on pourrait se dire là en ce moment. J'ai tellement plein de choses que je pourrais te demander et puis qu'on pourrait se partager et tout. Puis je me disais en fait, pour le mot en fait, de la fin et tout, je voulais savoir en fait, qu'est-ce que tu voudrais dire finalement à toutes ces personnes qui ont dans l'idée en fait de commencer quelque chose, de commencer finalement leur création ou de commencer ce parcours entrepreneurial. Qu'est-ce que tu dirais finalement à ces personnes hypersensibles qui veulent se lancer finalement? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, je leur dirais que c'est merveilleux, qu'ils sont courageux déjà de l'envisager et que ça va être un voyage initiatique d'oser d'aller faire ça. Et que dans tout voyage initiatique, il va y avoir des sacrées épreuves. Parce que comme tu le disais, ils vont avoir le plus complexe, la plus complexe des tâches ou des épreuves qui est celle de se retrouver en face de soi. Et en même temps, c'est la possibilité de s'entourer d'alliés, de trouver justement ces ressources incroyables qui sont à l'intérieur d'eux, comme cette intuition, comme ce truc qu'ils ont capté, comme ce rêve qui les porte. Et qu'il est indispensable de savoir qu'il y aura des cycles et qu'il y aura des hauts et des bas et que c'est OK et que c'est nécessaire. Et juste comment trouver le discernement qui va leur permettre de continuer à avancer en sachant qu'il y aura des hauts et des bas et qu'à chaque fois, ça aussi, ça passera. Donc, ne pas perdre de vue, voilà, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi? Et du coup, de savoir que ça va être une sacrée épreuve, ça va pas être du gâteau. Et même si aujourd'hui, ils sont dans cette émoi, dans cette partie de rêve qui donne beaucoup d'énergie, savoir que il y aura des moments durs. Et c'est pas pour décourager, c'est au contraire pour que quand ils arriveront, se dire, c'est OK, ça aussi, ça passera, ça fait partie du deal. Ça fait partie du truc. Mais tu vois, juste pour dire un petit mot, c'est vrai que cette partie, on va dire avec la matière, j'ai remarqué que des fois, moi je suis quand même quelqu'un d'assez rêveuse, tu vois. Oui. Et en fait, tout l'enjeu là-dedans, c'est de passer finalement du rêve à l'action, au Oui. concret. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose c'est un parcours comme je dirais, et puis c'est un travail sur soi, ça demande en tout cas beaucoup d'énergie, et puis c'est aussi savoir s'écouter, c'est tout un tas de choses en fait. Oui, tout à fait. Et ce qui est, en tout cas, pour avoir fait une formation qui est vraiment merveilleuse, qui s'appelle le rêve du dragon, il y a deux autres étapes qui se rajoutent à rêver et à agir. C'est que après rêver, il y a planifier. Et c'est une étape qui est très importante parce que parfois on a tendance à aller
très vite dans l'action en se disant il faut que je fasse ça. Et que c'est important de planifier, de se donner ses horaires, de mettre un cadre à tout ça pour ne pas partir en freestyle. Et qu'après l'action, il y a la phase de célébration. C'est-à-dire célébrer le chemin parcouru, y compris dans les difficultés. Et que parfois, avant de rêver, il peut être bon de célébrer le chemin qu'on a parcouru parce que parfois, on peut partir en claquant la porte en disant c'était horrible là où j'étais avant. Mais ce horrible où j'étais avant, ça m'a permis d'être aujourd'hui en train de rêver à ça. Donc, ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à tout ce que j'ai vécu. Et donc, ça fait une boucle. Je célèbre le chemin. Je me permets de rêver. Ça me donne plein d'énergie. Et après, je passe à la planification où ça enlève de l'énergie. Je passe à l'action. Ça aussi, on laisse beaucoup de plumes dans l'action. Et après, je reboot sur une partie célébrative pour me redonner de l'énergie. Donc, ça aide pas mal. Donc, si les personnes veulent chercher à rêvedudragon.org, je crois il y a plein d'informations dessus. C'est très intéressant comme manière d'envisager la vie d'un projet et la vie énergétique d'un projet, surtout quand on est hypersensible parce que c'est sinon... super intéressant ça. J'irai voir en plus. Oui. Tu habites dans quelle région? J'habite en fait en Suisse. En Suisse, d'accord. Ah, mais vers Grenoble et tout ça, il y a pas mal d'actions qui se font autour du Rêve du Dragon, des stages, etc. Donc, c'est pas loin de chez toi. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. En tout cas, j'ai beaucoup aimé t'interviewer et puis ça m'a fait vraiment du bien aussi de me rendre compte finalement que, en fait, on a tellement peur finalement des autres, mais au final, on vit tous un peu la même chose. Et surtout d'en parler avec toi parce que tu sais que tu es aussi une personne qui a une grande sensibilité et ça me fait tellement du bien en fait de confirmer certaines choses que moi je vis aussi. Et ça fait tellement du bien. Et puis en tout cas, je te remercie pour ça parce que c'est waouh! Merci beaucoup en tout cas pour cette interview en tout cas. Merci à toi, j'étais vraiment touchée, honorée, et puis je suis sûre que ça va marcher du tonnerre ce que tu dis, parce que voilà, tu vois tout ce que tu as dit et c'est pas facile, mais c'est important. Merci en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt en tout cas. À bientôt. À bientôt. À bientôt.